Bonjour Guillaume. Bonjour Émilie. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus de quel est le parcours d'un entrepreneur qui veut démarrer une entreprise d'économie sociale. En fait, le parcours pour démarrer une entreprise d'économie sociale, si par exemple tu viens au pôle pour qu'on t'accompagne, eh bien on va le réaliser en plusieurs grandes étapes. Il y a 3 grandes étapes principales. La première étape, ça va être de réfléchir avec toi à ton modèle d'affaires, comment ça fonctionne, c'est quoi que tu veux produire, est-ce que c'est une offre de service, est-ce que c'est une offre de biens que tu veux offrir à la population. Donc, dans un premier temps, on va analyser ton modèle et ce que tu souhaites offrir. On va utiliser plusieurs outils pour ça, notamment le BMC qui s'appelle le Business Model Canva, qui est une forme résumée d'un plan d'affaires qui tient en une seule page. Donc, on présente l'outil et c'est à partir de ça qu'on va venir travailler avec toi. Par la suite, dans un deuxième temps, on va venir un peu prototyper à quoi pourrait ressembler ton entreprise. Est-ce que tu as des besoins financiers, par exemple? Donc, on va faire appel à un réseau d'experts à l'extérieur du pôle pour venir nous accompagner, pour venir intervenir avec toi sur comment faire tes états financiers, comment gérer, par exemple, ton inventaire si tu as des besoins. On a un ensemble de partenaires partout dans la région qui sont spécialisés en économie sociale et qui peuvent intervenir avec nous. Également, ce qui est vraiment le fun, c'est que plus on avance dans le projet, plus il va y avoir des gens qui vont pouvoir venir se greffer à l'intérieur de ton entreprise d'économie sociale. Parce que nous, on va en parler, puis je suis sûr que de ton côté aussi, tu as envie d'en faire la promotion de ton entreprise pour qu'elle se développe. Et plus on avance, plus il y a des gens, mais plus aussi les réflexions sont avancées. Et quand tu es rendu assez loin dans le parcours, donc que ton plan d'affaires commence à être monté assez solide, eh bien, on va pouvoir t'envoyer voir des partenaires financiers qui vont, eux, pouvoir voir est-ce que ton plan d'affaires est finançable, est-ce qu'ils sont intéressés à participer financièrement à ton projet. Mais pas que, on a d'autres partenaires, notamment dont tu fais partie, avec La Ruche, on a un fonds dédié en économie sociale pour ceux qui souhaitent se lancer. Donc, l'écosystème au Saguenay-Lac-Saint-Jean, faut pas douter, elle est présente et elle est excessivement présente pour nos entreprises d'économie sociale, peu importe le stade. Tu parles d'un réseau d'experts. Qui, par exemple, tu as dans ton réseau d'experts pour venir aider les entreprises d'économie sociale? Dans notre réseau d'experts, on a une panoplie qui touche à l'ensemble des secteurs d'activité d'une entreprise. Donc, on travaille notamment avec des banques, par exemple la Caisse des Jardins. On travaille avec des centres de formation aux adultes. On travaille aussi avec la Coopérative de développement régional du Québec qui sont réellement spécialisés pour tout ce qui touche les coopératives. On travaille avec un ensemble de bailleurs de fonds, que ce soit le gouvernement du Québec avec ses différentes filiales, que ce soit Investissement Québec, La Ruche Saguenay-Lac-Saint-Jean, Micro-entreprendre. Donc, on a accès à un portefeuille d'entreprises partenaires pour répondre aux besoins de nos entreprises en démarrage ou qui souhaitent changer leur secteur d'activité aussi. Si j'existe déjà, que je sois un organisme communautaire, une entreprise d'économie sociale, mais que j'aimerais ça me développer comme entreprise, ou si c'est un organisme communautaire que je souhaiterais ouvrir un volet économie sociale, est-ce que vous faites l'accompagnement aussi? C'est tout à fait possible. Ça va nous faire plaisir de s'asseoir avec toi et discuter des différentes possibilités qui s'offrent à toi pour développer ton volet économie sociale. Parce que ça sert finalement à financer ta mission. Plus tu vas avoir de revenus à l'intérieur de ton organisme, que tu sois communautaire ou en économie sociale, plus tu vas être en mesure de répondre à ta mission première. Et on n'est pas là pour dénaturer ton entreprise, on est là pour t'accompagner et solidifier les bases que tu as déjà. D'ailleurs, au pôle, actuellement, on a aussi des conseillers qui sont en mesure de répondre à tes questions. Merci Guillaume pour toutes les belles informations. Donc maintenant, on s'en va découvrir 2 nouvelles entreprises d'économie sociale de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, dans le fond, au départ, c'est parce que la religion, un peu, le christianisme, ça va vraiment en descendant, fait que l'Église était plus ou moins utilisée. Elle était utilisée un peu pour faire des messes, des trucs comme ça, mais pas vraiment. Une grande bâtisse comme ça coûte quand même cher à entretenir. Donc, le comité porteur s'est probablement posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec une grande bâtisse comme ça? Puis, à ce moment-là, il n'y avait plus de dépanneurs, il n'y avait plus de restaurants. C'était vraiment un peu... il n'y avait plus vraiment... Les gens ici n'avaient plus accès à grand-chose, en fait. C'était dévitalisé.
Donc, ils se sont demandé comment on peut revitaliser, bon, ben, en mettant un restaurant. La bibliothèque, même la bibliothèque avant était dans le bâtisse municipal, ils l'ont transférée ici. Ils ont fait une petite épicerie aussi pour offrir ce service-là aux gens. Puis, bon, ben, tu sais, c'est quand même haut. Fait qu'on fait quoi avec une grande bâtisse comme ça? Fait que l'idée de l'escalade est venue, vu qu'il n'y en a pas du tout dans le coin. Dans le haut du lac, il n'y a pas d'escalade. Il y en a au Saguenay, le plus proche, à part ici. Donc, voilà, l'idée de l'escalade est venue. Ben, dans le fond, on offre, c'est sûr, de seulement grimper. Pour le plaisir de venir grimper, ça, c'est clair. Il n'y a pas besoin de compétences particulières ou de quoi que ce soit. On offre aussi des cours de moulinette pour pouvoir être autonome sur les cordes, en fait, qui est derrière moi, juste là. Dans le fond, vraiment les cordes, parce qu'on a l'auto-assureur que tu peux grimper par toi-même. Tu t'attaches, tu grimpes. La machine t'auto-assure, en fait, c'est ça, le but. Puis, tu peux être assuré, dans le fond, par quelqu'un qui t'assure par des techniques d'assurage, bien entendu. Puis pour ça, bien, il faut que tu ailles un cours, parce que tu peux pas assurer n'importe comment, il faut que ça soit fait de façon sécuritaire. On a aussi des cours de lead. Ça, c'est vraiment, tu as la corde sur toi, puis l'autre t'assure, mais tu grimpes pas attaché au départ. C'est toi qui t'attaches au fur et à mesure que tu grimpes. On a aussi le cours de moulinette, de transition moulinette extérieure. Fait que c'est vraiment pour aller faire de la grimpe dans les parois rocheuses, en fait. Puis, on offre aussi bien, des cours pour les groupes, mettons, pour les groupes d'enfants, beaucoup dans les écoles. On offre ce service-là aussi. Puis, on veut aussi offrir les cours de sport-études. On va offrir le cours dans les cours de sport-études aussi. Fait que, dans le fond, on a 4 à 6 employés. On a la directrice, qui est moi, qui est vraiment là plus pour faire la gestion du centre, faire les horaires, faire un peu la comptabilité. Là. Je fais pas toute la comptabilité de la bâtisse, mais un peu quand même. S'assurer que les caisses arrivent, tout ça. S'assurer que les employés sont heureux, sont contents aussi. Faire le suivi avec eux, donner des cours. Aussi, dans le fond, il y a... Bien, moi, je suis directrice, mais je suis aussi monitrice. Fait que moi, je peux donner des cours de moulinette intérieure. Je peux pas tout donner les cours encore parce que je suis pas monitrice dans tout. Il faut vraiment être moniteur pour chacun, dans le fond, pour donner les cours. Puis, dans le fond, c'est ça, j'offre ce service-là. Sinon, il y a des animateurs. Les autres employés, c'est des animateurs. Fait qu'ils animent les ateliers, ils animent les groupes qui viennent, les gens qui viennent, s'assurent qu'ils font l'activité de façon sécuritaire, s'assurent que tout est bien fait, dans le fond, que les quotas en ce moment avec la COVID sont respectés aussi, qu'on respecte les mesures sanitaires, tout ça, là, la base, nettoyer le centre, toutes ces affaires-là, dans le fond. Là. Mais bon, le but d'un animateur à la base, c'est vraiment d'animer les gens, de s'assurer que les gens sont contents, qu'ils ont la bonne technique aussi de grimpe, donner des conseils, tout ça. Notre projet principal, c'est vraiment une salle de bloc. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Une salle de bloc, je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais c'est vraiment... on fait de l'escalade, mais pas attaché, en fait. Donc, c'est environ la moitié des murs ici. C'est un peu moins haut, ça, c'est clair. Puis, tu n'es pas attaché. Fait que, c'est vraiment... des fois, tu as des devers, tu es vraiment à l'envers. Tu grimpes à l'envers. Des fois, tu grimpes plus comme ça. Fait que c'est vraiment un autre style de grimpe qui demande plus de force physique un peu, dans le sens que tu n'es pas attaché. Donc, tu n'as rien qui supporte ton poids. Mais c'est vraiment cool. C'est une autre technique, c'est une autre façon de grimper. Fait que c'est vraiment ce qu'on veut. Ça demande moins de matériel. Fait que pour les gens, c'est moins engageant. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut pour le futur. Bien, dans le fond, nos membres, c'est vraiment les gens qui ont des abonnements. Mettons des abonnements d'1 mois, 3 mois ou 1 an. C'est vraiment ça, nos membres. Dans le fond, nos membres, c'est pas mal n'importe qui, je te dirais, mais de façon générale, c'est des gens qui se retrouvent dans une tranche entre 20 et 35 ans. De façon générale. Pas seulement, mais la majorité, c'est des gens qui sont entre 20 et 35 ans. L'avantage à être membre, dans le fond, c'est que, et d'un, ça te coûte moins cher que l'achat, surtout quand tu viens souvent. C'est des gens qui viennent vraiment régulièrement à chaque semaine, ça vaut la peine d'être membre. Parce que, tu sais, mettons, pour un abonnement d'1 mois, c'est genre 60 $. 3 mois, c'est 130 à 140, puis 1 an, c'est 400, 460. Là, j'ai la misère à me souvenir les chiffres exacts, mais c'est environ ça. Puis l'avantage, dans le fond, c'est que tu peux amener un ami qui n'est jamais venu 1 fois par mois, gratuitement. Ensuite, pour ceux qui ont des enfants, c'est quand même avantageux parce que pour les enfants en bas de 4 ans et moins, 5 ans et moins, 4 ans et moins, ça ne coûte rien. Fait que, dans le fond, surtout que les jeunes enfants, des fois, c'est pas ceux-là qui vont avoir nécessairement envie de grimper. Fait que de te dire, je paye 10 $, puis finalement, mon enfant, il grimpe pas, ça fait mal au cœur un peu quand même. Tandis que là, ça permet à l'enfant de tester un peu l'expérience. Il y a certains enfants qui vont grimper en ligne, mais il y en a que non.
Fait que c'est ça, dans le fond, c'est l'avantage. Puis aussi, ça donne envie plus de venir. Si tu sais que ton abonnement il est payé pour un mois, ben tu sais, tu dis pas, j'ai besoin de débourser. T'es comment, à soir, ça me tente d'y aller, ben j'y vais, puis tu peux venir n'importe quand dans tous ces temps-là. Fait que c'est vraiment ça l'avantage principal d'être membre. On a environ entre 10 à 30 membres, je dirais, à peu près, dans l'année en entier, là. Dans le fond, les membres, c'est eux qui ont, tu sais, les membres ou les non-membres, tu sais, c'est les gens qui viennent, qui font vivre l'entreprise, en fait. Tu sais, c'est grâce à eux si l'entreprise est là, si on travaille, si ça nous permet de vivre de notre passion, dans le fond. C'est vraiment grâce à eux, principalement. Comment on les tient informés? Bien, via les réseaux sociaux, principalement, bien entendu, via Facebook, Instagram, principalement. Puis, dans le fond, comment on les encourage à venir, c'est vraiment en faisant des voix, en faisant régulièrement nos voix, en refaisant régulièrement nos murs, ça nous donne envie d'y aller. Dans le fond, on refait nos murs, on va mettre une photo, ouais, on a des nouvelles voix, tant de nouvelles voix, on a une voix là, nanana. Fait que ça donne envie aux membres de venir, aux membres ou non membres. Sinon, vous avez parlé tantôt avec le nouveau projet, peut-être qui s'en vient, mais c'est un autre exemple. C'est ça, exactement. C'est vraiment Même avec la salle de bloc, ça va être la même chose. Là. Ça va être de renouveler nos voix, de refaire nos murs régulièrement pour que les gens aient envie de venir. Là. Parce que même, tu entends parler des gens de d'autres centres, mettons, ou de des projets qui ont commencé. Puis souvent, ce qui fonctionnait pas, c'est ça, c'est que c'était tout le temps les mêmes murs. Les gens disent, ouais, on allait, puis c'était toujours les mêmes murs. Ça faisait 3 mois que je n'étais pas allée, j'avais le même mur, c'est plate. T'sais, les gens n'aiment pas ça. Ils aiment ça quand il y a souvent du matériel nouveau. Dans le fond, on a choisi le modèle d'économie sociale principalement parce que le but, c'était de revitaliser le village, c'était pas de faire de l'argent. C'est ça, le but, c'est que les gens aient un endroit où venir, les gens aient un endroit où aller quand ils viennent à Saint-Stanislas, de faire connaître le village. C'était ça l'objectif. Puis pour un mur d'escalade, ça coûte vraiment cher un mur d'escalade, pour vrai. Là. Fait qu'avec les subventions, quand tu es un organisme communautaire, dans le fond, bien, tu as droit à des subventions. Parce qu'un set de prise, là, juste un, là, pour faire à peu près 1 ou 2 voies, ça coûte entre 150 et 300 $. Oui, juste un, ça coûte vraiment, vraiment excessivement cher. Donc, je pense que c'est surtout pour ça que pour le mur d'escalade, un organisme communautaire, c'était parfait. Là. Parce que ça, tu peux demander des subventions, tu peux demander des sous, en fait, pour ça, parce que sinon, ça coûte... tu sais, un petit village ne peut pas se permettre un mur d'escalade. Il peut juste pas, là, avec son argent privé. Il peut pas. C'est trop cher. Je pense que ce serait ça principalement, c'est que niveau financier, il y a moins de stress. Il y a moins de stress, puis on a moins à stresser à... Bien, moins. Pas du tout à 100 là, mais il y a moins de stress au niveau même de l'ouverture, au niveau de... Parce que, tu sais, en tant que COVID, comme en ce moment, des fois, les gens, s'ils ont des symptômes, ne peuvent pas rentrer. Tu sais, puis, veux pas, c'est tous des gens qui sont en partiel, c'est tous des étudiants, fait qu'ils peuvent pas, tu sais, faire des 20-30 heures semaine. Là. Si j'ai 2 personnes en même temps qui sont en confinement, parce que ça donne comme ça, ben oui, je vais être obligée de fermer. Fait que ce stress-là que j'ai de moins. Vu que c'est pas une entreprise privée, ben si je ferme, on fait pas d'argent, mais on n'en perd pas non plus. Fait que c'est moins stressant à ce niveau-là. Je peux plus me soucier aussi du bien-être des employés. Ça, c'est clair. T'sais, je peux plus penser à eux parce qu'encore là, pour les mêmes raisons. J'ai moins à stresser sur les finances. J'ai pas à les pousser pour rentrer. J'ai pas à les pousser pour ben, un peu quand même, là. Dans le sens, je vais les pousser quand même à faire des voix, des trucs comme ça un peu de temps en temps. Mais j'ai pas besoin de mettre full pression beaucoup. C'est ça, ils peuvent prendre le temps d'accueillir les gens, prendre le temps de bien leur montrer les techniques pour être sécuritaires, prendre vraiment le temps avec les gens. Puis ça, c'est important en escalade parce que c'est chill, l'escalade, c'est relax. Le but, c'est ça, c'est d'être relax. Fait que faut pas que les gens se sentent stressés ou poussés, c'est pas le fun. Bien, je pense que je leur proposerais de peut-être cibler c'est quoi le besoin des gens. Parce que l'économie sociale, ça le dit, c'est social. On le fait pour les humains, on le fait pour les gens. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour faire du profit. Donc, il faut cibler quelque chose que les gens vont venir, qui intéresse les gens, que c'est ça qu'ils veulent. Parce que, tu sais, mettons de faire une entreprise que les gens veulent pas, bien, ils iront pas plus. Fait que ce soit une économie sociale ou pas, ça ne donne pas grand-chose. Il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qu'il n'y a pas ici. Qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qui vont les intéresser, qu'est-ce qu'ils vont aimer. C'est pour les gens qu'on fait ça. C'est pour eux, c'est pour les membres, justement, qui viennent ici qu'on le fait. C'est de le faire pour les gens.
de le faire pour les humains qui viennent. Là, je dis les humains, mais tu sais, pour les gens qui viennent dans le centre, c'est ça l'économie sociale. Pour moi, c'est une économie qui sert aux humains, aux gens qui viennent, dans le fond, là, à combler un besoin, à combler un vide qu'il y a, en fait. Tu sais, si, mettons, tout le monde veut de la danse puis il n'y a pas de centre de danse, bien, l'économie sociale va être là pour ça. Puis ça permet, justement, comme on disait plus tôt, de faire certains centres, mais en demandant des subventions, de pouvoir se permettre certaines affaires qui coûtent excessivement cher, comme l'escalade. Ça coûte cher, l'escalade. Tu sais, si tu n'as pas les moyens financiers personnels, bien, tu peux pas en faire de salle d'escalade parce que ça coûte vraiment cher. Fait que ça permet ça. Ça permet de faire certains projets qu'au privé, des fois, sont moins accessibles. Parce que même pour un centre d'escalade comme ça, il faut beaucoup de formation. La formation, ça coûte cher aussi. Fait que c'est ça. Puis je parle d'escalade, mais c'est n'importe quel centre dans ce style-là qui demande beaucoup de frais de formation, beaucoup de frais en termes d'équipement aussi. Bien, ça permet de faire ça. Puis dans le fond, au début, c'était principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Puis vers les années, je crois que c'est 1990, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, dans le fond, eux autres, ils ont délaissé tranquillement, bien, diminuer les services conseils. Puis c'était des conseils gratuits à ce moment-là. Fait que là, les producteurs étaient un peu inquiets de perdre leur agronome puis leur expertise. Fait que dans le fond, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, on va faire un regroupement de producteurs, on va embaucher un agronome. Ce qu'ils ont fait, fait que là, il y a eu la création du Club Conseil Bleuet en 2002. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là, mais ces deux producteurs, dans le fond, c'est Bertrand Simard et Angé Melmat, qui sont dans le fond, qui ont initié le projet là, de regroupement de producteurs. Fait qu'à ce moment-là, il y avait seulement 22 producteurs membres du Club Conseil, puis c'était comme le minimum pour faire un club en agro-environnement. Fait que c'est à partir de là que ça a commencé. Mais dans le fond, nous, le Club Conseil Bleuet, on offre des services techniques, des services agro-environnementaux. Dans le fond, c'est par l'entremise d'une équipe d'expertise multidisciplinaire. Ensuite, l'équipe travaille beaucoup aussi au développement des entreprises puis de l'expertise des producteurs là, avec des services conseils indépendants puis vraiment personnalisés à chacun. Les activités de formation de groupe puis les implications là, dans le milieu de la recherche là, font vraiment une différence de ce côté-là également. Donc, tout d'abord, il y a toujours l'évaluation de potentiel qui est vraiment un pilier, la base, dans le fond, là, pour l'aménager une bleuetière. Les conseillers, dans le fond, ils font plusieurs visites au terrain chez les producteurs de bleuets. On permet, dans le fond, dans ce temps-là, de voir les ravageurs qui sont présents, les insectes, les maladies, les mauvaises herbes. Tout ça afin de les aider, dans le fond, dans le choix de leurs intrants, donc dans le choix de leurs pesticides, dans le choix de leurs fertilisants. Tout ça en faisant toujours là, une utilisation rationnée de ces pesticides-là et de ces produits-là. Il y a aussi la production des documents légaux. Ils sont annuellement exigibles au niveau du ministère de l'Environnement, donc on peut les produire pour les producteurs aussi également. Il y a plusieurs services qui se sont développés au fil des ans. On s'adapte aux besoins des clients, à leurs commentaires, puis vers où va l'industrie également. Comme dernièrement, on a beaucoup poussé les services au niveau des certifications biologiques, parce que c'est un engouement dernièrement là, de pas juste des bleuets, en fait. C'est toute, en fait, l'agriculture qui se développe de ce côté-là. Le but principal, là, c'est toujours d'offrir des services qui sont vraiment de qualité, qui sont vraiment optimaux, rendre les entreprises vraiment optimales au niveau des rendements, autant au niveau de diminuer les coûts d'intrants, faire des sous, mais c'est aussi, dans le fond, de les aider à avoir une meilleure qualité de fruits le plus possible. Alors, pour répondre aux problématiques que les producteurs rencontrent dans la production de bleuets, ce qu'on a fait au club, c'est qu'on a mis sur pied un comité de recherche qui, lui, est formé des différents de producteurs qui sont nos membres au club, de chercheurs de d'autres organisations et de moi-même. En fait, c'est un comité-là qui permet d'identifier, de cibler des problématiques qui sont importantes pour les producteurs. Et dans le fond, moi, mon travail, c'est de monter des projets de recherche en lien avec ces problématiques-là. Et aussi, bien sûr, d'aller chercher le financement. La majorité des projets qui sont en cours actuellement au club, c'est des projets qui visent la réduction de l'utilisation des pesticides en général. Comme par exemple, on a un projet en ce moment là, qui vise le dépistage à l'échelle régionale de la mouche du bleuet. C'est un projet qu'on fait en collaboration avec le MAPAC.
Donc, en gros, mon travail, c'est de créer des projets d'innovation et de faire souvent des essais au champ. Alors, présentement, le Club Conseil Bleuet embauche 9 employés temps plein. On a 2 agronomes, on a 2 techniciens agricoles, alors c'est de la main-d'œuvre spécialisée, un technicien en géomatique, 2 biologistes qui s'occupent principalement de tout ce qui est la gestion des projets et des essais au club. On a une adjointe administrative, une secrétaire, 5 étudiants pendant la période de pointe en saison estivale. On a 1 ou 2 aides techniques, dans le fond, pour des besoins ponctuels. Et vu la situation de pénurie de main-d'œuvre, bien, comme toutes les autres entreprises, on est toujours en recherche d'employés qualifiés. C'est ça notre principal défi. Présentement, le club a 250 membres. Puis ça représente 23 700 hectares. Alors, c'est quand même une production très importante. Puis présentement, au Québec, il y a 440 producteurs de bleuets. Le club en a 250. À l'échelle québécoise, c'est environ 37 000 hectares. Fait que le club, il s'occupe, dans le fond, de 64 de la production québécoise. Nous produisons des journaux. Nous les publions 2-3 fois par année. Ça traite de sujets de l'actualité, qu'est-ce qui s'en vient, parfois des symposiums qu'on a suivis. Donc, pour transmettre l'information là, à nos membres, c'est bien important de notre côté. Il y a des voyages aussi qui sont organisés là, au niveau... ça peut être en région comme à l'extérieur de la région pour aller voir les innovations qui se font ailleurs. Ça aide les producteurs aussi à créer des liens avec d'autres producteurs de la région. Il y a également des voyages dans les autres provinces, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, au Maine. Fait que dans le fond, faire tisser des liens entre les producteurs, améliorer leurs connaissances, voir ce qui se fait à l'extérieur, des innovations qu'ici, ils font pas. Dans le fond, il y a des bleuetières là-bas qui ont 100 ans, puis fait que ça nous amène une expertise que des fois, on n'a pas ici. Fait que ça, c'est des voyages que les producteurs apprécient vraiment beaucoup, là. On fait aussi beaucoup de démonstrations au champ, des journées vraiment là, techniques au champ. Les producteurs peuvent voir différentes techniques, des essais qui ont été faits au niveau de la culture. Donc, c'est vraiment intéressant. Des fois, des nouvelles machineries aussi là, pour toujours aller de l'avant là, dans l'industrie. On a également des rencontres individuelles avec tous nos producteurs annuellement, planifier la saison, dans le fond, qui s'en vient. Fait que ça, je pense que c'est apprécié là, de la part des producteurs, là. Il y a aussi les assemblées générales annuelles qui sont tenues. Donc, dans ce moment-là, on fait un bilan de saison, on présente les budgets, qu'est-ce qui a été réalisé, vers quoi on s'en va pour la prochaine saison. Donc, ils sont toujours tenus au courant là, régulièrement des avancements puis de qu'est-ce qui se passe au club. C'est sûr que nous, au sein du club, notre priorité, c'est de mettre l'agriculture là, vraiment en avant, plus comme service essentiel, en fait. Veux pas, à l'échelle nationale, locale aussi, mais c'est vers là que tout s'en va. Donc, c'est vraiment important. Puis les besoins vont vraiment être sollicités de ce côté-là. Comme les besoins en alimentation sont toujours croissants, c'est toujours là, ça va toujours être présent. Tout le monde a besoin de se nourrir. Les changements climatiques, les variations des prix, tous les enjeux, en fait, avec quoi l'industrie est liée, c'est toujours des défis de production vraiment importants qui ont toujours des incidences sur les rendements des entreprises. Donc, la rentabilité, mais aussi leur perpétuité. Ça, c'est bien important. Fait que nous, on veut être là pour les aider de façon professionnelle, dans le fond, à amoindrir le plus possible les risques de ce côté-là. Généralement, là, c'est aussi comme ça qu'on continue de se réseauter, de se former, tout ça. Mais c'est important aussi de continuer la recherche dans ce sens-là. Je tiens à ajouter que l'avenir de notre organisation, c'est comme l'avenir de la production de bleuets sauvages, ça passe obligatoirement par la recherche. En fait, comme tous les domaines scientifiques, là, c'est un passage obligé. Qu'on parle de changement climatique, de nouveaux ravageurs, dans le fond, du désir de la société de devenir plus écologique ou encore de demeurer compétitif sur le marché international. La recherche, là, c'est ce qui nous permet d'être à l'affût et, dans le fond, d'aider les producteurs là, dans leurs besoins, dans leurs problématiques ou les enjeux, si vous voulez, là, actuels et futurs. Le Club Conseil Bleuet fait partie des clubs conseils en agro-environnement. C'est un regroupement, dans le fond, volontaire de producteurs agricoles. Les objectifs, c'est de favoriser le développement durable des exploitations agricoles québécoises en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement.
Quant à lui, l'organisme à but non lucratif vise vraiment là, à répondre aux besoins de la collectivité, ce qui correspond vraiment à nos valeurs de notre organisme. Parce que dans le fond, l'entreprise, là, ça a été créé par des producteurs, pour les producteurs. Et si jamais, dans le fond, ce regroupement-là, il n'y a pas lieu, mais nos services n'ont pas lieu d'être non plus. La ressource, elle est ici, fait que c'est ici qu'il faut développer l'expertise, c'est ici qu'il faut s'installer, continuer à faire les projets de recherche, continuer à s'améliorer, puis continuer vraiment là, à maintenir là, l'industrie vivante. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, mais qu'il n'y a pas, quand même, pas beaucoup de différence avec une compagnie, si on veut, parce que tu as un conseil d'administration, tu as une assemblée générale élue par les producteurs. Dans une compagnie, c'est les actionnaires, mais dans le fond, tu as des comptes à rendre aussi. Fait que c'est à peu près la même chose. Fait que dans le fond, le CA, lui, s'occupe des grandes orientations vers quoi qu'on s'en va selon les demandes des producteurs, selon leurs besoins, qui sont amenés généralement en assemblée ou autrement. Ensuite, il y a des comités aussi de travail qui est établi au club pour faire avancer là, certains projets, comme le comité de finances, le comité de ressources humaines, le comité de recherche aussi. On s'est, dans le fond, on s'est lié avec un aviseur technique, scientifique, entre autres, qui est M. Jean Lafont, d'Agriculture Canada. Les producteurs, dans le fond, eux, ils paient une cotisation horaire au club selon leurs besoins, selon les services qu'ils veulent. Ensuite, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tous les services, dans le fond, sont subventionnés, comme tous les services en agriculture, là, sont subventionnés par une partie par le gouvernement. Là. Avant de démarrer une entreprise comme ça, il faut s'assurer que ce soit les besoins du milieu. Il faut que ça soit requis par le milieu. Tu ne peux pas t'implanter de même et dire, tiens, on va vous donner tel service. Fait que c'est requis par les producteurs, dans notre cas. Et ça prend du monde qui ont des objectifs à long terme, passionnés puis persévérants. Il faut que ça prenne des objectifs vraiment ciblés si on veut avancer. Puis il ne faut pas avoir peur de... On a des revers, puis de temps en temps reculer un peu, puis ça reprend. Il faut avoir une vision à long terme. Il ne faut pas se contenter de dire on a réglé un problème. Il faut toujours que tu regardes en avant.